Nouveau jour, nouveau soleil, nouveau numéro de Angle de Vue. Bienvenue à tous à ce rendez-vous de décryptage de l'actualité africaine sur SICA. Trois sujets à aborder aujourd'hui. D'abord, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont voté dimanche dans le cadre d'une élection présidentielle, la toute première après la crise post-électorale de 2010-2011. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. Doit-on croire que la Côte d'Ivoire a gagné le pari de réussir ce scrutin et qui s'annonçait crucial? On fera le débat dans la première partie de cette émission. En deuxième partie, nous nous pencherons sur un autre scrutin. Le référendum constitutionnel au Congo, au Brazzaville, s'est également tenu dimanche, mais avec une très faible affluence devant les bureaux de vote. Serait-ce un désaveu pour Denis Sassou Nguesso? La question sera abordée. Et pour finir, nous irons en Afrique du Sud où les étudiants ont obtenu du gouvernement l'annulation de l'augmentation de leurs frais de scolarité pour l'année 2016 après plusieurs jours de manifestations qui ont paralysé le fonctionnement des universités dans tout le pays. Cette crise a-t-elle une fois de plus fragilisé l'autorité de Jacob Zuma? Autant de questions que nous aborderons, mais avant, voici le flash d'information. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme ce dimanche. Des dysfonctionnements n'ont cependant pas manqué. Aucun chiffre officiel pour le taux de participation n'est pour l'instant disponible, même si une importante plateforme de la société civile l'estimait à 37% dimanche à la mi-journée. La participation variait beaucoup d'un bureau de vote à l'autre. Les Congolais semblent avoir largement boudé dimanche le référendum sur un projet de constitution qui devrait permettre en 2016 une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso qui a déjà passé plus de 30 ans au pouvoir. Groupés en plusieurs coalitions, les opposants au chef de l'État avaient appelé à boycotter ce qu'ils ont qualifié de coup d'État constitutionnel. Au Tchad, les réactions pleuvent après le limogeage de Salahi Déby, un frère cadet du président tchadien. Limogé depuis samedi par son frère Idriss Déby, Salahi, qui occupe depuis 2008 le poste de directeur général des douanes, a été placé en résidence surveillée. Les raisons de son arrestation ne sont pas pour l'instant rendues publiques. Les Ivoiriens ont voté ce dimanche dans le cadre d'une élection présidentielle, la première depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Même si on peut déplorer quelques petits dysfonctionnements par endroits liés notamment à l'introduction d'un dispositif biométrique mis en place pour éviter des fraudes, le vote s'est surtout de même déroulé dans le calme et sans incident majeur. Doit-on croire que la Côte d'Ivoire a gagné son pari, celui d'organiser une élection apaisée afin de tourner définitivement la triste page de 2010? On en parle juste après cette courte transition. Le débat de ce jour se fera avec vous, Médéric François Gongo. Vous êtes journaliste, analyste politique et promoteur du quotidien Actu Express au Bénin. On le fera également avec vous, Herbert Toye Hunibo. Vous êtes éditorialiste et journaliste au quotidien L'éditorial au Bénin, qui paraît également au Bénin. Merci à vous d'être sur ce plateau. C'est moi. Alors, vu les conditions du déroulement du scrutin du dimanche en Côte d'Ivoire, peut-on dire, Médéric François Gongo, que la Côte d'Ivoire a gagné le pari? Sous haute sécurité, avec 28 000 gendarmes, policiers et militaires mobilisés, 6 000 casques bleus, nous pouvons dire que le calme ne pouvait qu'être observé. L'un dans l'autre, le peuple ivoirien a été aux urnes. Les Ivoiriens, dans une moindre mesure, puisque la moitié, selon les informations, n'ont pas été retirés de la carte d'électeur, ont été satisfaits à ce devoir civique. Nous attendons le dépouillement, nous attendons les résultats, mais en attendant, nous pouvons déjà apprécier la situation pour saluer une relative maturité du peuple ivoirien, saluer la campagne électorale qui s'est déroulée dans une bonne ambiance, saluer au niveau de la campagne électorale la participation des différents candidats. Deux sujets principaux: les réalisations économiques qui ont été mises sous boisseau. Le deuxième sujet, c'était la libération ou non du président
Gbagbo. Des défections de dernière heure, nous en avons eu en la personne du baron du PDCI, je veux parler de Charles Konabani, qui s'est adjoint aux autres, qui a rejoint les autres, je veux parler de Amara ici, de Koulibaly, pour montrer que ces élections avaient quelques difficultés dans leur préparation. Il y avait toujours des soupçons sur la crédibilité, sur la transparence au niveau de la commission électorale, mais le Conseil constitutionnel est là au thème de l'article 31 de la Constitution pour veiller au grain. Nous devons également saluer l'introduction de l'aspect biométrique, vous l'avez signalé tout à l'heure, qui donne une connotation un peu plus transparente au vote, mais on a comme l'impression que c'est le calme qui prélude la grande tempête. Mais nous ne voulons pas être un oiseau de mauvais augure. Nous espérons que les Ivoiriens trouveront dans le tréfonds encore les moyens nécessaires pour traverser cette crise et réunir ce peuple dont nous avons besoin au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Albert Ounibo, présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire, Paris gagné pour le pays de Félix Houphouët-Boigny? Je vais peut-être pas être très affirmatif parce que ce n'est pas assez d'organiser une élection. Le principal, c'est que l'on ait un engouement et que la participation des citoyens soit effective. Ce qui fait la force et qui donne une crédibilité, une légitimité à un scrutin, c'est le taux de participation. Imaginez-vous, dans une classe de 10 personnes, si 7 personnes restent à la maison et que 3 se présentent pour élire le responsable, il y a un problème. Des chiffres non, c'est pour vous dire. Non, nous n'avions pas de chiffres. Qui donnent des taux de participation. Nous n'avions pas de chiffres. Je suis en train de mener un raisonnement pour vous dire que la Côte d'Ivoire a organisé une élection. Il n'y a pas eu d'heure, il n'y a pas eu d'incident majeur. C'est un pas. Mais l'autre pas, l'autre facteur, c'est de savoir si tous les citoyens, si les citoyens appelés à exprimer leur suffrage sont sortis massivement. Et ce n'est qu'à partir de cela qu'on peut estimer que la vitalité de la démocratie ivoirienne est en marche et que cette vitalité s'est exprimée par les suffrages. Peu importe le sens, l'orientation de ces suffrages, il faut nécessairement que les Ivoiriens puissent s'intéresser, n'est-ce pas, à la chose publique, à la gestion de leur cité et de leur pays. Mais nous n'avions pas encore un taux de participation qui nous permettra de jeter un regard sur cette vitalité. Il n'en demeure pas moins, comme l'a soulevé si bien Médéric François, que nous avions une sécurité, il y a eu des casques bleus et il y a un encadrement ou un cadrage tel que on peut dire que les élections ont eu lieu dans les règles, ne serait-ce que en ce qui concerne la sécurité. Mais pour le fond, on peut chercher à comprendre pourquoi il n'y a pas eu cet engouement au niveau des électeurs de sortir d'abord pour retirer les cartes. Est-ce que la campagne a été menée autour de sujets susceptibles d'engager, n'est-ce pas, de susciter ce sursaut civique chez les citoyens? Ça aussi, c'est un autre pan de l'analyse que nous verrons ensemble. Oui, mais vous parlez d'engouement, du manque d'engouement au cours de ce scrutin et que vous avez tendance à comparer au scrutin de 2010. L'affluence, c'est vrai, en 2010, le taux de participation qui tutoyait les 80%. Est-ce que c'est pas parce que en 2010, il y avait un véritable enjeu de poids lourds qui se retrouvaient au deuxième tour? Il y avait même 3 poids lourds dès le premier tour, le PDCI, le FPI et le RDR. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est plus le même. Est-ce que cela ne peut pas être analysé sous cet angle? Oui, on peut supposer qu'il n'y ait pas, au cours de cette élection-là, des leaders charismatiques. Vous savez que en Côte d'Ivoire, il y a des partis traditionnels qui animent la vie politique. Le PDCI, le Fonds populaire ivoirien et le RDR de Alassane Ouattara. Autour de ces 3 formations politiques gravitent d'autres partis politiques dont les influences sont à relativiser. Et cela dit, au FPI, qui a connu une crise récemment avec une aile fidèle au président Laurent Gbagbo, qui conditionne toute participation au scrutin électoral à la libération de Laurent Gbagbo, et une autre aile peut-être plus modérée et plus réaliste
plus réaliste compte tenu du contexte mené par Afin N'Guessan, qui estime qu'il faut aller aux élections. Et on a suivi un peu une sorte de participation, n'est-ce pas, à la légitimité de ce scrutin de Afin N'Guessan. Et de l'autre côté, le PDCI qui n'a plus de leader. Le PDCI est obligé de s'arrimer, n'est-ce pas, au RDR au sein du rassemblement des oufouitistes. Donc l'absence de leader charismatique, l'absence de leader susceptible de susciter un vrai débat a fait que on a estimé qu'il s'agit juste d'une formalité qu'il fallait remplir pour le chaos du président Ouattara. Et nous avions vu aussi le retrait, n'est-ce pas, de certains candidats qui visiblement n'ont pas quand même d'assises sur la nouvelle carte politique de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire vient d'élections législatives, d'élections communales. Une nouvelle carte s'est dessinée et on a constaté que les leaders qui se retirent n'ont pas, du point de vue de la statistique électorale, de la statistique politique, n'ont pas assez d'influence pour influencer outre mesure le cours de ce scrutin. Alors, Médéric François Gongo, le plus grand inconnu de ce scrutin, c'est le taux de participation. Jusqu'à présent, aucun chiffre officiel pouvant nous dire quel a été le taux de participation lors de ce scrutin de dimanche. C'est vrai que l'affluence n'était pas celui de 2010, mais les Ivoiriens sont sortis voter. Je dirais même que c'est l'enjeu principal de ces élections, c'est le taux de participation. Et là, nous avons un prolongement du refus de l'ancien président Laurent Gbagbo de donner des consignes de vote qui pèsent, et le retrait des deux ténors de l'aile FPI supporté par Mme Simone Gbagbo et tous ceux qui ont décidé de la suivre. Je veux parler notamment de Amara ici et de Mamadou Koulibaly. Le retrait de ces deux et le refus de l'ancien président Laurent Gbagbo de donner des consignes de vote plane comme un spectre qui a envenimé un peu la situation au niveau de la participation. Et nous avons constaté un taux très faible par rapport au retrait des cartes. C'est évident qu'on constatera un taux très faible par rapport à la participation. Moi, je parlerai d'abstention. Et l'abstention, dans ce cas de figure, est une expression du vote. C'est une expression du vote parce que lorsque l'on a la possibilité d'aller prendre sa carte d'électeur et que l'on se refuse d'aller, c'est que l'on émet un vote complètement négatif par rapport à tout le processus, pas par rapport seulement au candidat, mais par rapport à la préparation du processus, au déroulement, la mise en place des instructions, la distribution des cartes et au bouclage du territoire de manière sécuritaire qui a créé quelques doutes dans le cœur de certains qui veulent toujours qu'on amène le président Laurent Gbagbo. Donc nous attendons. L'un dans l'autre, les élections se sont déroulées dans le calme. On nous parlera de ce qu'il n'y a pas d'incidence majeure pouvant mettre en cause la crédibilité des élections. C'est le langage habituel, comme l'on l'a constaté dans certains pays. On nous parlera également au niveau des observateurs, rapidement dépêchés par la fameuse CEDEAO et par l'UEMOA. On nous dira que les Ivoiriens ont été aux urnes et que ont bien exprimé leur désirata et que le président qui est élu très rapidement, on verra dans les jours à venir, Afin N'Guessan féliciter le président et les autres le suivre. Qu'est-ce que vous en savez? C'est une analyse, puisque nous avons vu Afin N'Guessan, lui seul et les deux femmes, aller vers le dialogue qui se révèle encore être non inclusif, parce que le dialogue devrait être inclusif. Et lorsque l'on a un dissident du FPI qui a été obligé de gagner en portant le sujet devant la justice contre l'avis des dépositaires légaux, j'allais dire des héritiers légitimes qui se retrouvaient derrière Simone Gbagbo. Lorsque l'on l'a vu seulement aller avec les deux femmes à cette rencontre avec le président Addo, qui, quoi qu'on dise, a son compteur des réalisations sur le plan économique qui force admiration et mérite respect, mais l'arrière-goût amer de ces élections, c'est que la réconciliation n'a pas connu un début de démarrage. Et le verre se retrouve encore dans le fruit dans ce cas de figure. Alors, l'innovation, la grande innovation de ce scrutin, Herbert, vous avez quelque chose à dire sur Oui, rapidement, pour dire que quand on a fini de faire cette campagne, qu'on a fait une mobilisation porte à porte, pour demander aux Ivoiriens, pour demander aux électeurs de sortir pour aller prendre les cartes d'électeurs.
et qu'on constate du point de vue empirique, nous n'avions pas de chiffres, on constate visiblement que les gens ne sont pas sortis. Moi, je vous retourne la question. Vous n'étiez pas sur le terrain. Mais tous les reporters que nous avions, que ce soit nos éminents confrères qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, que les médias étrangers, tout le monde est unanime qu'il y a une participation très faible. Faible, pas très bon, faible. C'est au Congo que c'est très faible, faible. De toutes les façons, la participation, elle est faible. Quand on a fini de faire cela, on est en droit de se demander s'il faut être fier de la vitalité de la démocratie ivoirienne. Je me refuse de tirer la conclusion, mais je constate que l'enjeu est la participation. Et si les Ivoiriens ne sont pas sortis, en principe, les laboratoires d'observation de la démocratie en Côte d'Ivoire, les sociologues de haut vol que la Côte d'Ivoire ont, devraient produire des rapports, des analyses à soumettre à l'autorité politique pour pouvoir chercher à conjurer soit le mauvais sort ou à poser un diagnostic réel de ce peu de sursaut civique qu'on a observé. Et je voudrais, pour finir ce volet, dire que Afin N'Guessan va féliciter. Quand on voit tout le processus, qu'on a vu le procès et qu'il a été condamné en sursis et qu'il a couvert un peu le temps où il a fait en détention, quand on a vu comment la justice a tranché le différend au niveau du FPI, il est normal que Afin N'Guessan va aux élections pour donner de la légitimité, n'est-ce pas, au scrutin. Il s'est pas retiré. C'est votre point de vue. Il s'est pas retiré. Et vous savez que actuellement, le leader charismatique du FPI fait une déclaration à travers son porte-parole. Il n'a pas donné de consigne de vote. Qu'on le veuille ou non, comme les Ivoiriens eux aussi disent, Gbagbo n'est pas petit. C'est votre point de vue, Herbert Ounibo. L'innovation, la grande innovation de ce scrutin, c'est bien le dispositif biométrique qui est introduit pour la première fois dans une élection en Côte d'Ivoire. Quelque part, cela ne justifie-t-elle pas une volonté de transparence? Ça n'a pas marché. Non, il y a eu quelques problèmes également au niveau... Il y a eu des dysfonctionnements qui pouvaient être mis sous le coup de l'expérimentation. Et nous espérons que prochainement les choses vont bien se passer, mais nous refusons de croire que cela pouvait être également du piratage informatique. Parce que lorsqu'on met en place un système informatique, ça dépend de ceux qui ont conçu le logiciel et ça dépend de ceux qui ont la charge de mettre ce logiciel en pratique et de l'évaluer. Donc, n'oubliez pas que l'opposition a des représentants à la CEI. Non, oui, des représentants dans des conditions que nous connaissons. Nous n'allons plus épiloguer sur ces aspects de la chose. Nous constatons que le taux de participation est relativement faible et que ça aura d'incidence sur les résultats définitifs. Nous constatons que le président qui sera issu Alassane Dramane Ouattara, évidemment, nous constatons qu'il va comprendre qu'il n'a pas été porté par la grande majorité, mais par une relative majorité des Ivoiriens, qui va devoir en tirer les conclusions pour qu'au-delà, pour qu'en plus, j'allais dire, des réalisations sur le plan économique, qu'il aille très vite vers une accélération, vers le processus de réconciliation effective de nos frères et amis ivoiriens. Herbert Ounibo, l'innovation de ce scrutin, c'est bien sûr le dispositif biométrique. Oui, et il faut féliciter, c'est-à-dire que le processus électoral doit être amélioré et qu'il n'est pas normal qu'en 2015, on puisse organiser des élections avec des méthodes archaïques. Et il est bon de se mettre en phase avec les technologies nouvelles en matière d'élection, mais cela dit, il ne suffit pas d'innover, il faut avoir les moyens d'accompagner l'innovation. On a constaté que cette innovation n'a pas marché. Et est-ce qu'on peut le mettre sous le coup du piratage informatique, qui est une hypothèse? Est-ce qu'il faut mettre aussi sur le coup du fait que, bon, il s'agit d'un mimétisme qui ne tient pas compte des conditions tropicales ou bien des conditions liées aux élections? Tout cela constitue, n'est-ce pas, des problèmes en ce qui concerne l'expérimentation. Et je pense que il n'y a pas à se décourager. Il faut toujours entamer le parcours de l'innovation et la Côte d'Ivoire a bien fait d'introduire, n'est-ce pas, cet aspect technologie dans le vote. On s'est rendu compte que ça n'a pas marché et ça dit que dans une dimension plutôt africaine des choses,
Est-ce dit que les dieux de la Côte d'Ivoire ne sont pas d'accord avec cette innovation? Si les génies ivoiriens... Si je me mets dans votre logique, on pourrait dire que les dieux des Nigérians n'étaient pas également présents parce que ça a été expérimenté lors du scrutin au Nigeria, le scrutin qui a vu le président Buhari venir au pouvoir, et on a vu les difficultés que cela a pu causer au processus électoral, au point où des États se sont retrouvés à voter le lendemain. Pour rester cartésien, je pense que le génie informatique africain mérite pas d'être remis en cause, mais d'être fouetté davantage. Il faut que l'on puisse analyser, comprendre pourquoi il y a ces problèmes. Est-ce lié à l'énergie? Est-ce lié à d'autres facteurs? Je crois qu'il faut faire une analyse cartésienne des choses et ne pas se confier au génie, comme je l'évoquais tantôt. Oui, à ce propos exactement. Vous avez parlé du Nigeria tout à l'heure, mais il est à noter qu'au Nigeria, il y a une segmentation du paysage politique, où il n'y a que deux grands ensembles politiques. Et finalement, l'on va vers des élections entre deux grandes tendances. On parlait du dispositif biométrique. Exactement. Quand c'est comme ça, le dispositif biométrique est forcément relativement efficace. Parce qu'il n'y a pas trop de candidats, il n'y a pas beaucoup de monde, et l'on a le temps de s'occuper du matériel technique et de l'innovation technologique. Mais dans le cas de figure, il y a trop de problèmes à régler et je pense que ça en est de trop également. Merci Médéric François Gongo, merci Toye Ouyibo. Nous refermons ce premier débat et c'est sans transition que nous abordons le deuxième sujet. Les Congolais semblent avoir largement boudé dimanche le référendum sur un projet de constitution contesté. Un projet de constitution qui, si il passait, devrait ouvrir la voie pour 2006 à une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso qui a déjà, il faut le rappeler, cumulé plus de 30 ans au pouvoir. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de chiffres officiels disponibles en ce qui concerne le taux de participation, mais dites-nous, Médéric François Gongo, la très faible affluence notée dans les bureaux de vote lors de ce référendum dimanche au Congo constitue-t-elle un désaveu pour le président Sassou? Que diantre Sassou Nguesso est parti chercher dans cette galère? Parce qu'à l'évidence, à part Brazzaville Nord, qui se retrouve être favorable à lui, le mot d'ordre au boycott du Frocade a été largement suivi. Tout le pays a boycotté le référendum. Et un référendum, c'est vrai, c'est pour dire oui ou non, mais c'est surtout au niveau du taux de participation pour voir l'engouement de la population à la chose. Nous suivions sur une chaîne internationale la fois dernière le ministre des Affaires étrangères du Congo, Brazzaville, qui disait mais que si l'on est contre, qu'on devrait y aller, voilà. Les Congolais ont refusé d'aller. Et tout simplement parce qu'ils ont refusé d'aller, c'est qu'ils sont contre. Et parce qu'ils sont contre, le pouvoir en place devait tirer les conclusions, se raviser très vite pour ne pas envenimer la situation. Le Frocade, je vous le disais, que ce soit à Paris, que ce soit en Afrique, a eu à faire un travail, un front qui a fait ce travail et le résultat sur le terrain, les résultats sur le terrain démontrent que le peuple congolais de Brazzaville a refusé l'éternisation, a refusé la monarchie dans un pays de démocratie libérale à notre grand qui a déjà quand même fait 30 ans au pouvoir et qui veut s'éterniser éternellement au pouvoir, Sassou Nguesso. Ah ben oui, bon. C'est un camouflé cinglant. Et je pense que la communauté internationale, notamment la diplomatie française, devait prendre de la hauteur pour appréhender ce boycott sincère, franc du peuple congolais. Il faut dire que Sassou Nguesso veut forcer le destin. Il veut forcer le destin avec un langage diplomatique du président Hollande confus qui lui a donné l'impression qu'il a le vernis, n'est-ce pas de la même partie, mais le vernis, n'est-ce pas, du chef de la francophonie, si on peut ainsi exprimer. Je pense que de plus en plus, il faut intégrer une autre dimension d'analyse des processus démocratiques en Afrique. Ce n'est pas parce que on n'est pas sorti pour aller exprimer un vote qu'on est pour. De plus en plus, il faut que les gens comprennent que face à la violence, face au risque de décapitation, de mort, tout ce que les processus électoraux engendrent en Afrique, les populations ont opté pour une autre forme, une autre offre d'expression démocratique. On ne s'y intéresse pas, on reste chez nous. Dans le cas du Congo-Brazzaville, on a vu le mouvement, on a vu la mobilisation de l'opposition à Brazzaville. C'était un océan de monde. C'était une ville noire de monde.
une ville qui a demandé à Sassou Nguesso d'aller se reposer. Il a 71 ans, il a passé 30 ans au pouvoir. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à appréhender, à décomposer en produit de facteur premier les raisons qui peuvent motiver quelqu'un qui a fait plus de 30 ans au pouvoir et qui dit qu'en 5 ans, il veut transformer le Congo en Washington. Il y a un problème. Il y a un problème de logique chez les dirigeants africains. Et je pense que le président Sassou Nguesso bénéficie d'une certaine faveur, d'une certaine complaisance vis-à-vis, n'est-ce pas, de la France ou bien du président français. On a vu comment le président Hollande a été ferme vis-à-vis de Compaoré. Mais avec lui, vous avez vu que le discours a changé. Premièrement, le président français dit qu'il est pour la liberté d'expression. Il souhaite qu'à la fin du scrutin, qu'on puisse réconcilier le peuple congolais, alors que visiblement, lui-même, au sommet de la francophonie, il a dit que ceux qui révisent la Constitution pour des biens personnels ne sont plus les bienvenus. Et mieux encore, on a vu avec la présidente de la Commission africaine, qui a évoqué la charte africaine de la démocratie, qui a refusé les changements constitutionnels au gré du vent, au gré des intérêts personnels, mais l'Union africaine est restée à garder le cap, est ferme par rapport, n'est-ce pas, à ce tripatouillage. Je pense que les experts au niveau de l'ONU, les experts au niveau de la CEDEAO, je dis la CEDEAO, de la CEMAC, au niveau sous-régional, devraient interpréter correctement ce qui s'est passé au Congo. Il s'agit d'un boycott. Et s'il y a un mot plus fort que le boycott, il faut le dire, et Sassou Nguesso est en réalité en insécurité. Parce que quand vous appelez les électeurs et que plus de la moitié ne sortent pas, après avoir fait une manifestation d'envergure, c'est qu'à tout moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, comme il est un ancien putschiste, et ce serait dommage que le Congo replonge encore dans une guerre civile. Et ça, c'est de la responsabilité du président Hollande, d'éviter que le Congo sombre à nouveau, que le peuple bantou soit encore à nouveau à l'épreuve. Il lui appartient de lui dire, comme il a dit à Compaoré, de se retirer, que l'heure qui sonne a sonné et que le temps qui arrive et que se prépare n'est plus le temps de ces dictateurs reconvertis en démocrates qui ont déjà fait leur parcours. Il faut faire leur bilan. Ils sont 11 ans, on est déjà pépé, on doit s'occuper. Il devait être un médiateur au niveau de la sous-région. Il devait être un sage quelqu'un qui a fait la guerre, qui est redevenu démocrate dans des conditions plus ou moins acceptables. Il a de l'expérience, il devait conseiller le continent. Je crois que s'il veut continuer, c'est qu'il en trouve la force. Médéric François Gongo, il y a l'adage qui ne dit rien consent. Alors, est-ce que le peuple congolais n'aurait pas pu exprimer l'absence dans les urnes par un non, aller voter un non retentissant, comme ce taux d'abstention s'annonce retentissant. Est-ce que le peuple congolais n'aurait pas pu aller voter un non retentissant dans les urnes? Cela n'aurait-il pas été bénéfique? Le boycott semble être une forme d'expression de la volonté encore plus forte que l'abstention ou que le vote négatif. Nous sommes dans le cas de figure où il va falloir repenser la théorie autour du processus électoral dans les pays africains, où l'Africain, contrairement à certains peuples, a plusieurs manières d'exprimer son opinion, d'exprimer ses ressentiments. C'est tout comme quelqu'un qui vous invite. Si vous n'êtes pas d'accord avec ses manières de fonctionner, il serait préférable de ne pas aller à l'invitation, au lieu d'aller, de revenir le critiquer. Ça, c'est une pratique culturelle positive qui s'invite dans la démocratie de type libéral qu'il va falloir considérer pour l'élaboration de la fonction électorale en Afrique prochainement. Dans le cas de figure, comment voulez-vous que les gens aillent s'exprimer dans une situation d'insécurité totale? Comment voulez-vous que les gens aillent s'exprimer déjà parce qu'ils en ont déjà ras-le-bol, où on considère le clan Sassou Nguesso comme le seul maître du terrain? Comment voulez-vous que les gens aillent s'exprimer où les résultats sont connus d'avance, ou requinquer après cette rencontre à l'Élysée, sorti pompeusement, raccompagné sur le perron par le président Hollande,
le président Sassou Nguesso, tout souriant, est revenu relancer ce processus qui était relativement en agonie. Comment voulez-vous que les Africains croient en un seul instant que lorsque l'on a décidé de garantir les intérêts de Elf en France, on obtienne la position mi-figue-mi-raisin de Hollande, quand on a refusé en Côte d'Ivoire jadis de ne plus donner les grands projets à la France, l'on obtienne la position mi-figue-mi-raisin de Sarkozy pour consacrer le départ de Gbagbo. Comment voulez-vous que dans ces conditions, les peuples africains n'arrivent pas à avoir j'allais dire, une nouvelle typologie électorale? Donc, comme le disait tout à l'heure mon éminent confrère, Beto Ehuibo, il va falloir repenser la démocratie. C'est vrai que la démocratie de type libéral est universelle. Les principes sont universels. La liberté d'expression, l'alternance au pouvoir, la liberté d'association, etc., etc. Mais, dans le cas de figure, et si nous nous référons à ce qu'avait dit l'ancien Premier ministre français lorsqu'il disait que c'était un luxe que les peuples africains ne pouvaient pas s'octroyer, mais c'était beaucoup plus de la tropicalisation de la démocratie de type libéral qu'il s'agissait. Là, je rentre dans les leçons à tirer, les deux processus électoraux dont nous avons parlé tout à l'heure, pour aller très vite et constater que le temps, l'époque des Denis Sassou Nguesso est révolue et a jamais révolu. Il va falloir que l'on entende de cette oreille et au Congo et au Bénin, pas tout ailleurs, pour savoir que là où au Canada, c'est un jeune de 43 ans qui dirige, là où en Italie, c'est moins de 45 ans, là où Obama a pris le pouvoir à moins de 50 ans, comment veut-on faire du neuf? Pas avec du vieux pourri, mais avec du vieux complètement ratatiné. Il va falloir que les Français nous permettent de nous soustraire, il va falloir que les Français nous permettent de nous soustraire de leur dictat, lorsque l'on a colonisé longtemps des populations, que l'on leur a permis d'avoir la possibilité de se développer, mais il est temps qu'on sache qu'on a fait du bon boulot et qu'on nous laisse nous développer nous-mêmes. Le peuple congolais a choisi, les leçons doivent être tirées très vite. Pour l'instant, le président Denis Sassou Nguesso tient le cap, il maintient mordicus, il veut modifier la Constitution, et je crois qu'il est sur la route. Mais l'opposition annonce déjà des manifestations par désobéissance civile. Quelles peuvent être les conséquences sociopolitiques pour le Congo si ce projet de Constitution passait à Albert? Je pense que chaque peuple trouve en son fort intérieur les âmes nécessaires pour surmonter les obstacles de l'autocratie. Je pense qu'aujourd'hui, en 2015, on ne peut pas penser le Congo comme on l'a pensé en 60, comme on l'a pensé en 80. Les choses évoluent. Les jeunes aujourd'hui qui entrent dans la rue, ce sont les jeunes de la génération Facebook, WhatsApp, c'est la génération Twitter. Et je suis convaincu que le président Sassou, je ne sais pas s'il est en phase avec cette technologie. Il est d'une génération respectable. Je crois qu'il est bien en phase. Il est d'une génération. Les SMS ne seraient pas coupés, les réseaux sociaux ne seraient pas coupés. Non, mais ce sont des gens qui réfléchissent pour lui dire. Et il a compris l'enjeu. Il a seulement comme lui-même, il n'est pas un acteur très actif de ces choses-là. Leur génération a fini. Il a bien compris que ce qui fait aujourd'hui la jeunesse, c'est ça. La plupart des jeunes, il suffit seulement de prendre une capitale quelconque de l'Afrique. Prenez le Bénin. Les jeunes, ils sont tout le temps sur les smartphones, même sur les taxis motos Zem. Ils sont tout le temps, ce sont eux. C'est eux la force. C'est ça la jeunesse. Et je pense que les troubles qui vont arriver très probablement au Congo seront l'œuvre de la jeunesse. Ce sont ces troubles. Les jeunes aujourd'hui, face au désespoir, face à un chômage de plus en plus galopant, face à la volonté liée à leur tranche d'âge, il y a une tranche d'âge, on veut exprimer, comme nous l'avions fait à l'université, où pour nous, le souci du lendemain n'est pas très préoccupant. On a envie d'affirmer que cette fougue de la jeunesse, c'est cette jeunesse-là qui a permis à Compaoré de se retrouver là où il est. C'est cette jeunesse qui a mis fin aussi, n'est-ce pas, aux errements de Diendéré. Est-ce que l'Armatan burkinabé va souffler sur le Congo, sur le peuple bantou, pour qu'il puisse finalement montrer à Denis Sassou Nguesso le chemin de la retraite, le chemin, pas de l'exil forcément, mais le chemin du calme, de la tranquillité. Il a besoin, après avoir fait près de 30 ans au pouvoir, de se reposer. Et quand on parle des intérêts français, il n'est pas seul, il n'est pas indispensable pour l'Afrique, pour l'humanité. Si l'architecte de l'univers décide de le rappeler, le Congo ne va pas vivre. Je crois que les intérêts français, les intérêts français ne seront pas sauvegardés. Il est temps que les Africains
puisse entrer dans l'histoire démocratique que nous sommes en train d'écrire après 90. Il est important que par le renouvellement générationnel, on puisse passer le témoin à d'autres générations. Médéric François Gongo, qu'on le connaît très bien dans ces circonvolutions lexicales, a su peindre le décor. Partout, ce sont les jeunes, les quarantenaires, comme on les appelle, ce sont eux qui gouvernent. Parce que l'exercice du pouvoir nécessite beaucoup de l'énergie. Et puis de la réflexion permanente et prospective. Mais quand on est déjà épuisé et fatigué, quand on a déjà tout donné à son pays, comme c'est le cas de Nguesso, on se retire calmement, on pense à une autre vie. Et c'est l'absence de perspective. On pense que de plus en plus, il n'y a pas de vie après le pouvoir. Non, il y a une vie après le pouvoir. Il y a autre chose plus reluisante que le pouvoir après cela. Quand on a fini d'écrire l'histoire, quand on tient au nom. Mais c'est des gens qui ne tiennent pas à leur nom. Ils ne veulent pas donner à la postérité un nom vibrant, un nom scintillant, un nom incandescent pour que les générations futures puissent s'en inspirer. Et quand on n'est pas dans ce schéma-là, on finit comme Compaoré, on finit comme Diendéré. Et je ne le souhaite pas pour le tout-puissant Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il est tout-puissant. On le raccompagne au perron, il proclame que c'est des élections démocratiques, il a quelques safidés qui proclament à la télé que les opposants ne sont pas des démocrates, ils devaient aller aux urnes. On fait toujours ça. Mais l'histoire récente nous a montré que il y a un temps pour faire ces choses-là. Qu'il y a un temps où, finalement, vous repartez de votre pays sans même prendre une cravate. On est obligé de vous expliquer, n'est-ce pas, du mouvement. Merci Herbert Onyibo. Ainsi se referme le débat autour du deuxième sujet de ce jour. Restez avec nous, chers débatteurs. Restez également avec nous, mesdames, messieurs. On revient juste après un nouveau point de l'actualité. Voici le flash d'information. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme ce dimanche. Des dysfonctionnements n'ont cependant pas manqué. Aucun chiffre officiel pour le taux de participation n'est pour l'instant disponible, même si une importante plateforme de la société civile l'estimait à 37% dimanche à la mi-journée. La participation variait beaucoup d'un bureau de vote à l'autre. Les Congolais semblent avoir largement boudé dimanche le référendum sur un projet de constitution qui devrait permettre en 2016 une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso qui a déjà passé plus de 30 ans au pouvoir. Groupés en plusieurs coalitions, les opposants au chef de l'État avaient appelé à boycotter ce qu'ils ont qualifié de coup d'État constitutionnel. Au Tchad, les réactions pleuvent après le limogeage de Salah Déby, un frère cadet du président tchadien. Limogé depuis samedi par son frère Idriss Déby, Salah, qui occupe depuis 2008 le poste de directeur général des douanes, a été placé en résidence surveillée. Les raisons de son arrestation ne sont pas pour l'instant rendues publiques. Dernière ligne droite de cette émission, je suis toujours avec Médéric François Gongo et Herbert Onyibo pour la suite de cette émission. Et nous atterrissons cette fois-ci en Afrique du Sud, où les étudiants sud-africains ont obtenu vendredi du gouvernement l'annulation de l'augmentation de leurs frais de scolarité pour l'année 2016, après plusieurs jours de manifestations qui ont paralysé le fonctionnement des universités dans tout le pays. Alors, Herbert Onyibo, je commence par vous. Pouvons-nous dire aujourd'hui que ce mouvement des étudiants est venu une fois encore fragiliser le président Jacob Zuma, déjà en difficulté face à une opposition radicale portée notamment par quelqu'un du nom de Julius Malema? Absolument que cette manifestation ou cette série de manifestations prouve de plus en plus que le président Zuma, ou du moins que l'ANC, l'ANC est en proie à des difficultés intérieures dont l'impact est perceptible sur la popularité du président Zuma. Et n'oubliez pas que avec la jeunesse de l'ANC, pas NCC, de la jeunesse de l'ANC, vous savez que la jeunesse de l'ANC a été une jeunesse très active, dont le militantisme est remarquablement remarqué. Et que de ce point de vue, le président Zuma a des raisons de s'inquiéter sur sa courbe
n'est-ce pas, de popularité, sur sa courbe d'influence sur l'électorat et sur les structures de base de l'ANC, dont on sait très bien que la plupart, ces structures sont animées par des jeunes et notamment les étudiants. Et sur le fond de la question de l'augmentation, je sais que l'augmentation des frais de scolarité, des frais d'inscription à l'université est un problème qui se pose à l'Afrique tout entière, aux universités africaines. Mais de plus en plus, il ne faut pas oublier que ceux qui aujourd'hui font des réformes en allant, en augmentant ces frais d'inscription à l'université sont pour la plupart des enfants de pauvres d'hier qui nourrissaient des subventions. Il ne faut pas croiser les bras. Il faut imaginer les solutions. Il faut chercher les solutions. Ce n'est pas parce que quelque part en Irlande on a dit qu'il faut venir copier cela en Afrique. Il faut nécessairement trouver des problèmes. Nous avons une population aujourd'hui, une démographie d'étudiants exponentielle. Aujourd'hui, en première année de faculté, ils sont près de 20 000. En première année de ceci, donc il y a un engouement aujourd'hui pour les études ou du moins pour l'évolution des choses. De plus en plus, on a des enfants intelligents. Vous voyez, les jeunes, ils ont le bac souvent à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Ils viennent. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour 16 ans? Il faut poser les problèmes. Il faut chercher les solutions. Il ne faut pas croiser les bras. Et pour trouver les solutions, il faut être en phase avec son temps. Mais quand on est de la vieille et ancienne génération, comme nous l'évoquons tantôt, on ne peut pas avoir les leviers pour trouver ces solutions-là. Et donc, ne pas trouver ces élections, finalement, les jeunes sont obligés de vous indiquer la porte, pas de la retraite, mais de sortie. Alors, Médéric François Gongo, d'aucuns estiment que cette capitulation rapide du gouvernement peut être justifiée par le fait que l'ANC, le parti au pouvoir, qui se retrouve aujourd'hui en disgrâce aux yeux du peuple sud-africain, ne souhaite pas perdre le soutien de la jeunesse, surtout avec un Julius Malema qui rôde dans les parages. Le printemps estudiantin, dirait-on, dans ce cas de figure. Mais moi, je pense là que le président Zuma fait preuve de la réelle politique. Parce que la plupart des étudiants sont dans les organisations de masse de l'ANC. Et il sait très bien que s'ils n'accèdent pas à leurs exigences, et là, rappelons-le, c'est en 15 jours que tout ceci a été obtenu, s'il n'accepte pas leurs exigences, c'est qu'il va en partie au niveau des structures du parti où il a déjà des problèmes avec le groupe de Malema et beaucoup d'autres structures. Je pense là que la sagesse bantou, la sagesse zoulou a prévalu ici, dans ce cas de figure, parce qu'il aurait accepté Maté. Il pouvait accepter Maté, il pouvait accepter la solution du forcing, il pouvait faire traîner les négociations, mais il y allait très vite. Il a reconnu, parce que les étudiants avaient assiégé le siège, avaient pris en otage le siège du gouvernement, il a reconnu la justesse de leur combat. Mais l'un dans l'autre, le financement du système universitaire dans les pays africains se retrouve être l'équation difficile à régler dans ce cas de figure, avec ce grand nombre, comme l'a dit Alberto Irumbo tout à l'heure, de jeunes diplômés. Comment peut-on être amené à bien financer pour qu'il y ait plus d'efficacité? Parce qu'au Bénin, on l'a constaté, on a parlé de la gratuité, mais c'est une formation au rabais. On a parlé de la gratuité, mais c'est très tôt qu'on renvoie les étudiants des doctorats. On a parlé de la gratuité, mais c'est la qualité du repas qu'on sert aux étudiants qui en souffrent. Je pense qu'il va falloir repenser le système de financement des universités en Afrique, faire intervenir des entreprises pour qu'on ait, comme le cas en Allemagne, où nous avons des entreprises qui prennent déjà en charge des étudiants depuis leur formation, quitte à ce qu'ils ne fassent quelques heures en études et d'autres au niveau de l'entreprise pour être plus productifs et payer en retour leur formation. Il faut voir les mécanismes possibles et je crois, pour finir sur ce cas de figure, que le problème est tout simplement déplacé parce qu'il va se reposer. Parce que tant que l'on ne va pas retrouver là où on va trouver les financements pour suppléer à ce qu'on a refusé aux étudiants de payer, c'est que les gestionnaires des universités vont se retrouver dans des situations très difficiles et le pouvoir serait encore au banc des accusés. Oui, je pense que la réflexion
très relevé de Médéric François Gongo m'amène à penser autrement un certain nombre de paramètres. Voyez-vous, il faut, en dehors du financement, réorienter ou bien opérer des orientations claires. Vous avez évoqué les entreprises. Brillante solution. Faudrait-il aussi que les étudiants en question aient les aptitudes pour pouvoir travailler en entreprise, qu'ils aient le savoir-faire nécessaire. Et je voudrais dire qu'un pays qui forme, par exemple, en ce qui concerne le Bénin, un pays qui forme plus de juristes que d'infirmiers, plus de juristes que de techniciens de laboratoire, plus de juristes que d'ingénieurs agronomes, plus de juristes que d'informaticiens, est un problème, est un pays qui a sérieusement des problèmes. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de juristes, j'en suis un. On en a besoin. Mais très tôt, on a mystifié les mathématiques, on a mystifié les sciences dans nos écoles et dans nos collèges. Il faut démystifier les mathématiques, il faut démystifier les sciences et les technologies pour permettre aux enfants qui ont vraiment des aptitudes, parce qu'on a quelque part des professeurs de sciences qui en ont fait du mystère avec leurs coefficients, si bien que les enfants sont obligés de s'orienter vers les séries littéraires. C'est ça qui donne en faculté de droit 20 000, 30 000 étudiants parce qu'on estime que c'est par là que c'est plus facile. Alors que l'autre, là-bas aussi, c'est facile. Les sciences et les techniques, il faut donner le goût aux enfants et ça se passe avant 6 ans. Il faut leur donner cela. Il faut qu'à l'école, on puisse leur montrer que ce n'est pas sorcier, ce n'est pas du mystère, les mathématiques, afin que nous ayons, dans les domaines de l'énergie éolienne, dans les domaines de l'économie, nous ayons beaucoup plus. Il faut cesser d'avoir de pléthore au niveau d'une seule filière et permettre ainsi, n'est-ce pas, à l'économie de souffler dans les années à venir. Merci Herbert Toye-Wibo, merci Médéric François Gongo, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Médéric François Gongo et Herbert Wibo, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai très prochainement. Merci à vous pour vos différents angles de vue sur l'actualité africaine. Terminus, tout le monde descend. Quant à vous, mesdames, messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Surtout, ne partez pas. L'information revient dans un instant sur Sika.